tous là pour avoir un échange sur cet impact finalement de la guerre en Ukraine sur l'approche agricole et alimentaire en France. Et tout d'abord, Monsieur de la Salle, est-ce que vous pourriez nous dire, puisque avec Monsieur Garnier, vous êtes des personnes qui êtes sur le terrain, quelle est la situation à date de l'agriculture ukrainienne? Est-ce qu'elle fonctionne? Comment elle fonctionne? Voilà, où on en est à date aujourd'hui à la fois des récoltes, d'emblavement, enfin un petit point de situation. D'accord, donc bonjour à tous. La première des choses, c'est que je voudrais vous dire que l'agriculture en Ukraine fonctionne, malgré la guerre. Parce que ça fait une semaine que je suis en France et beaucoup me posent la question, est-ce que les récoltes ont été faites? Est-ce que les sols sont emblavés? Oui, les sols sont emblavés, oui, les récoltes sont faites. Alors, pas dans tout le territoire, puisque à quelques 6000 km² près, la Russie a réussi à prendre 120 000 km². Donc c'est à peu près 20% du territoire. Et dans ces territoires-là, effectivement, ça je peux vous affirmer que les agriculteurs ne travaillent plus. J'ai beaucoup de clients qui sont dans le sud de l'Ukraine, ils ont arrêté toute activité, puisqu'ils n'arrivent pas à vendre leurs céréales, et ce qu'ils avaient en stock de l'année dernière a été chargé dans des camions vers la Russie, via la Crimée. Donc voilà, ils n'ont plus de ressources. Pour le reste du pays, l'agriculture fonctionne, avec une grosse difficulté quand même, c'est l'export. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Les ports ont longtemps été fermés, et quand la guerre a débuté, vous pouvez estimer qu'on avait en Ukraine environ 25 millions de tonnes dans les stocks, donc de 25 millions de tonnes de report récolte 2021. Petit à petit, les agriculteurs, et je pense que Florian pourra en parler, ont essayé de mettre en place des schémas de l'export par camion, notamment par train, par barge, sur le long des côtes, mais c'était un volume très réduit. Aujourd'hui, avec l'ouverture de 3 ports dans le sud de l'Ukraine, mais qui ne fonctionnent pas encore à plein régime, on arrive à exporter quelque chose comme 3 500 000 tonnes par mois, alors que l'Ukraine avant-guerre exportait entre 6 et 7 millions de tonnes. Donc si on fait le report des 25 millions, alors aujourd'hui environ 10 millions de tonnes ont été exportées depuis le début de la guerre, donc il reste environ 15 millions de tonnes. Le report plus la nouvelle récolte qui arrive, même si elle est réduite, en fait le tempo n'est pas suffisant aujourd'hui de l'export pour écouler tous les stocks. Donc ça amène un gros problème de financement aujourd'hui chez les agriculteurs. Et si pour vraiment dresser un tableau complet de l'Ukraine, il faut bien comprendre que l'Ukraine on a 50 000 agriculteurs pour 33 millions d'hectares. Je rappelle qu'en France, on a 18 millions de terres arables et 437 000 agriculteurs. Donc vous voyez la différence. Et ces agriculteurs, on peut les répartir en 3 groupes. Il y a des très petites fermes. Alors je vais choquer, je le préviens, mais en Ukraine, une ferme qui a encore 1000 hectares, elle est classée dans les micro-fermes. Elle est classée dans les micro-fermes, elle a un problème très souvent de financement, elle a un problème technique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens très souvent très compétents. Alors là encore, attention, on en trouve à 800 hectares qui sont très compétents, agronomiquement parlant, techniquement parlant. Mais globalement, jusqu'à 1000 hectares, c'est difficile. On a des fermes un peu, et Florian se trouve dans ce groupe-là, moi je les classe entre 1000 et 25 000 hectares, c'est ce que je vais appeler des fermes familiales ou des fermes voilà, où le chef d'entreprise est vraiment dans son champ, il vérifie. Et on a les agro-holdings, alors qui, là aussi, les barrières peuvent être déplacées, mais c'est entre 25 et 570 000 hectares. Donc il y a une exploitation qui fait 570 000 hectares en Ukraine. Oui, il y en a une qui fait 570 000, elle a diminué un petit peu, elle avait 600 000, elle a l'année dernière. C'est dur. Ouais. Et c'est important de le savoir parce que compte tenu de la situation actuelle, je vais être très clair, les petites sociétés, donc jusqu'à 1000 hectares, et les très grosses sociétés sont vraiment en difficulté. Les petites n'ont pas de solution pour exporter leurs grains, donc elles ont encore des stocks, elles n'ont pas suffisamment de camions pour partir à l'export. Et les très grosses, vous savez, quand vous avez 1 million de tonnes de grains à exporter, c'est pas à coup de camion 20 tonnes que vous pouvez les exporter. Donc elles ont un gros problème de trésorerie. Donc ce sont les autres, les plus grosses. Ouais. Donc les toutes petites ont un problème. C'est quoi le problème des toutes petites? Enfin, ce que vous appelez les toutes petites de moins de 1000 hectares, c'est quoi leur sujet? Alors vous dites, parce que là on peut prendre des camions. Oui, leur sujet c'est qu'elles n'ont pas les moyens en fait d'acheter leur propre flotte de camions. Et donc elles vont externaliser le service. Et quand il y a une énorme demande sur les camions, donc le prix augmente du transport. Voilà. Donc la logistique, le coût logistique en fait est devenu inabordable. Ok.
Merci beaucoup. En tout cas, voilà, un premier panorama un peu générique. Et maintenant, Monsieur Garnier, encore peut-être un petit focus un peu plus fort. Votre exploitation agricole, très rapidement, petite rétrospective entre le 24 février et aujourd'hui. Par quelles étapes vous êtes passé? Puis à l'instant où on se parle, récolte, emblavement, où on en est? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Et voilà, je ne suis pas coutumier de ces prises de parole, donc si je bafouille un peu, ne m'en voulez pas. Ça va bien se passer. Voilà, donc Gérard a fait un peu le point sur le macro, moi je vais faire le micro par rapport à notre échelle. Donc déjà pour casser un petit peu ce mythe des grosses exploitations ukrainiennes, pourquoi on est si gros? Parce que nous on ne raisonne pas à la parcelle. On est sur d'anciens kolkhozes. Les kolkhozes c'est un petit peu à l'image des corons français dans le nord de la France. Un kolkhoz c'était un village. Donc un village généralement en Ukraine c'est 700 personnes et c'est entre 700 et 1000 hectares. Donc quand on reprend un village, quand on reprend une ferme, c'est de toute façon par multiple de 700 à 1000 hectares. Donc on fait tout de suite, très vite effectivement, 1000, 2000, 3000, 4000 parce qu'on a repris plusieurs villages. On fait un regroupement d'anciens kolkhozes. Nous, pour gérer 10 000 hectares, on ne pourrait gérer 10 000 hectares d'un seul tenant que si on était arrivé 20 ans auparavant et qu'on avait pu reprendre 10 villages qui se touchent. Donc, comme on est arrivé un petit peu trop tard, il y a 13 ans, on a repris plusieurs villages qu'on nous proposait, mais qui sont parfois distants de 80 km. Donc, pour des raisons d'organisation, on est une unité de 2 fois 5 000 hectares, donc 2 fermes identiques, avec du matériel à peu près similaire pour une unité de 5 000. Vis-à-vis de la guerre, effectivement, on tourne. Alors, on a eu très très chaud, très très peur, parce que ça fait 13 ans qu'on investit, ça fait 13 ans qu'on se mouille. Moi, j'ai tout mis là-bas. Je suis sorti d'école française et je suis parti directement. Donc, je n'ai pas d'intérêt économique en France. J'ai mouillé ma chemise en Ukraine et il fallait que ça tourne. Donc, le 24 février, à l'invasion, on était sur place, on était là-bas. On était un petit peu, je parle nous, parce que nous sommes plusieurs associés. Donc c'était l'hiver, il y avait de la neige, donc on était un petit peu géographiquement éloignés les uns des autres, mais globalement on a vécu l'invasion de front. Et on a eu très très chaud, parce qu'aujourd'hui évidemment on suit l'activité, on voit les Russes qui reculent un petit peu, enfin là c'est facile quand on a une vision d'imaginer, mais à l'inverse, on avait un front qui progressait très très rapidement. Le 24 février, en l'espace d'une semaine, vous aviez des chars russes qui étaient aux portes de Kiev, donc à peu près à 150 km à vol d'oiseau de chez nous. On avait une ligne de front, on avait des salariés opérationnels qui partaient sur la ligne de front, sans gilet pare-balles, sans casque, on était très inquiets, donc on était en plein dedans. Au niveau de l'activité agricole, hasard du calendrier, c'est arrivé le 24 février, il faut savoir que nous, le dégel intervient à peu près au 15 mars. Donc le 24 février, il faisait encore moins 10 degrés, les terres étaient bien gelées, on avait simplement les tracteurs dans l'atelier, on faisait l'entretien, et donc on n'était pas inquiété, on va dire, sur nos semis. Donc on a regardé un petit peu ce qui se passait, très vite, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le front qui progresse. On avait acheté nos engrais à l'automne, on a les tracteurs qui étaient révisés et on avait du diesel. Donc on s'est dit, très bien, si la ligne de front progresse très très rapidement et que les chars sont aux portes ou dans nos champs d'ici 2 semaines, au moment de l'apport des engrais, faisons l'apport d'engrais tout de suite. Tant pis, le sol est gelé sur 15 cm, on peut le faire aujourd'hui, on le fait. Et depuis ce jour-là, et toujours aujourd'hui, on a une stratégie du jour le jour. Depuis 2014, on a eu le début du conflit qui a commencé dans le Donbass donc en 2014. Donc depuis 2014, vous ne le voyez pas, mais on est déjà en situation de guerre. Moi, j'ai 100% de mes salariés de 18 à 30 ans qui sont déjà partis 1 an sur le front combattre. Mobilisés. Donc on nous a mobilisé des hommes, on nous a réquisitionné du matériel, et ce depuis 7 ans. Ça, personne ne le voyait, mais on le vivait. Et au moment où ça a éclaté, on va dire ça a continué dans ce sens-là. Donc, on a fait au jour le jour. On est passé d'une stratégie, donc depuis ces 7 dernières années, où on raisonnait, on va dire, mois par mois, parce qu'on avait une dévaluation très très forte, une crise économique, etc., à une gestion au jour le jour. Donc, il fallait mettre l'engrais quand on pouvait, il fallait mettre les semences quand on pouvait. Donc, hasard du calendrier, la guerre est arrivée le 24 février. C'était en plein hiver, donc on a pu un petit peu travailler. Et après, le front, justement, central de la zone de Kiev s'est retiré. Les Russes se sont recentrés à l'est fin mars.
Or, nous, on commence les semis début avril. Donc ça nous a permis de, quand même de faire notre campagne de semis de printemps. On a 70% de culture de printemps, puisqu'on a un hiver très rigoureux, donc on emblave peu de culture d'hiver. Le moins possible, on va dire 30%, 70% c'est des cultures de printemps. Et donc, hasard du calendrier, ça nous a quand même permis de faire notre saison de semis correctement. Il y a une loi martiale, il y a un couvre-feu, on n'a pas pu travailler la nuit, donc on a dû se réorganiser parce que c'est un petit peu notre business model de pouvoir travailler jour et nuit, d'avoir des équipes, de faire les 3-8 sur des tracteurs, donc ça nous permet d'avoir voilà, 3 fois moins de matériel qu'une ferme, on va dire, européenne. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a pu, donc voilà, vous l'avez vu au calendrier, cet été, donc le front était à l'est, donc nos batteuses ont pu moissonner tranquillement. Le seul hic qu'on a, voilà, c'est vis-à-vis de l'export. Je sais qu'on y reviendra un petit peu plus tard, donc je vais laisser cette partie-là de côté. Simplement, on a dû stocker. Généralement, on a pour habitude de vendre 30 à 40% de la récolte à la moisson pour faire face aux problèmes de trésorerie, parce que comme Gérard le disait, nous, on n'a pas de système bancaire. Les taux d'intérêt, il y a un an, étaient à 10-12%. Aujourd'hui, ils sont à 20-25%. Donc on ne peut pas financer sa trésorerie voilà, sur un an. On a eu quelques subventions qui ont traîné par-ci par-là ces 2 dernières années qui nous ont permis un petit peu de rééquiper, mais sur la partie plutôt active. Mais sur la trésor, c'est niet, c'est non. Donc on vend toujours 30% de la récolte. Or aujourd'hui on n'a pas pu le faire, donc on a stocké quasiment 95% de notre récolte. Fort heureusement, on a des techniques de stockage, notamment le silo bag, qui nous permettent d'être très extensibles. On ne stocke pas en bâtiment, on n'a pas de silo, hein, on est locataire des terres et généralement de 10 à 15 ans. Donc on n'a pas investi dans des structures de stockage lourds. Donc on multiplie simplement ces sacs qui font 250 tonnes. Et on fait face. Mais on fait face avec une trésorerie à extrêmement court terme, très très difficile. On a du mal à financer les salaires, on a du mal à financer l'achat du diesel pour la moisson et pour les semis de colza et de blé qu'on fait en ce moment. Voilà, maintenant il y a eu heureusement depuis 13 ans on est en Ukraine parce qu'on a un soutien très fort. Les Ukrainiens sont très impliqués dans l'agricole parce que c'est quelque chose d'historique pour eux. C'est un plaisir de travailler là-bas puisque au quotidien on gère des personnes qui ne sont pas des salariés, on va dire, qui viennent le matin et qui débauchent le soir, mais qui sont très impliqués, très engagés, très impliqués dans l'exploitation. Et ça a été le cas également au début de la guerre, puisque les gens n'ont pas fui. En 1932, vous avez un génocide par les Russes qui a fait 7 millions de morts, qui s'appelle l'Holodomor. Et ça, c'est resté bien dans les têtes de tout le monde, parce que c'était il y a peu de générations. Et dès la première semaine de la guerre, ils n'ont vu que la famine arriver à l'été. Ils se sont dit, si les Russes occupent les terres, on ne pourra pas semer, on ne pourra pas moissonner, et ce sera famine. C'est pour ça aussi qu'ils sont restés. Et c'est pour ça qu'ils sont restés, et c'est pour ça que dès la fin de la première semaine, donc la première semaine, ça a été la mise en sécurité de nos villages et de nos exploitations, de nos sites, et la deuxième semaine, on était déjà dans les champs à travailler. Donc là, on voit aussi cette capacité finalement à s'adapter dans un temps très très court. On y reviendra à plusieurs reprises pendant le débat, ce point de vue côté ukrainien qui nous paraissait très intéressant. Il y aura également des sessions de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, vous les gardez en tête et il y aura 2 points de questions-réponses, donc vous pourrez interroger nos experts. Donc l'export, on l'a vu, assez compliqué. Ça redémarre parce qu'on a entendu, alors côté français, on parlait un bateau 20 000 tonnes, un autre bateau 20 000 tonnes, et vous nous parlez de 65 millions de tonnes. Est-ce que les bateaux partant d'Odessa, le flux de bateaux a repris sur l'export? Alors oui, effectivement, après les accords signés donc, en Turquie, entre 1, la Russie et la Turquie, 2, l'Ukraine et la Turquie, le flux a repris. On est aujourd'hui sur le mois d'août à une centaine de bateaux qui sont partis. Sur les 100 bateaux, vous en aviez une quarantaine en fait, qui étaient bloqués depuis la guerre. Quelques-uns ont été chargés, donc ils ont pu prendre la mer assez rapidement. C'est l'un de ceux-là qui a été bloqué en Égypte? En Égypte, il y a l'Égypte qui a refusé un bateau. Ah, alors oui, ça c'est le premier. Non, c'est pas un problème de qualité. C'était du maïs qui est parti et ce bateau étant resté plus de 5 mois en fait en port. D'accord. L'acheteur avait trouvé d'autres maïs et donc quand il a reçu, il a remis en cause le contrat. Donc aujourd'hui sur le mois d'août, les ports ont permis de dégager 2 400 000 tonnes. Donc ce qui est important, mais c'est encore moins de la moitié de ce que faisaient les ports avant. Et ce qui nous amène à un potentiel de 3 500 000 tonnes d'export par mois. D'accord.
Donc on a encore un déficit, donc un niveau de stock. Vous l'avez noté avec M. Garnier, nous on a des big bags de 1000 kg et eux ils ont des big bags de 250 tonnes. Vous avez, ça donne aussi une échelle. Monsieur Pomard, là on vient de voir côté production, export ukrainien, et ben on va aller complètement à l'opposé, on va voir côté consommation et consommateurs français. Est-ce que vous avez vu des changements dans les attentes de vos clients qui sont finalement représentatifs des consommateurs français au niveau de votre épicerie? Alors, changement de nos attentes, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous avez vu des changements dans les rayons? Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. On était, sur les années passées, et avant Covid, on travaillait dans un certain confort, avec une habitude d'avoir des taux de rupture de 1, 1,5%, des taux de service à peu près équivalents. Et encore plus depuis février, mais on l'avait déjà pas mal expérimenté, et tout le monde s'en souvient, il y a 2 ans et demi avec le démarrage de la première crise Covid. Des problèmes d'approvisionnement de différentes origines, plutôt inhabituels. Alors certains uniquement par réaction pas toujours très contrôlée des clients, qui correspondaient à rien en termes de problèmes d'approvisionnement ou de logistique. Voilà, on va le dire, c'est le papier toilette qui a quand même été le révélateur d'attitudes pas très rationnelles. Et puis, la conclusion, ou en tout cas l'un des enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que ce temps-là est probablement pour un petit moment est terminé. Aujourd'hui, quand je passe des commandes sur certains rayons, j'ai des taux de non servis qui peuvent être de 27%, alors que sur un rayon comme l'épicerie salée, et pour différentes raisons, l'Ukraine en fait partie, bien sûr, et puis toutes sortes d'effets cascades, dont on parlera, je pense. Mais voilà, sur 100 colis que je commande, je vais en recevoir que 73, pardon. Et avec quelque chose qui est pour nous très inhabituel. On se rend compte qu'il y a quelque temps, on travaille dans un certain confort. Que ce confort était peut-être un luxe, et que ça, c'est terminé. Donc ça nous oblige à avoir une certaine adaptabilité en permanence, et sur les approvisionnements, et sur la logistique. Parce que d'une crise ou de différentes crises, on voit s'enchaîner des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de logistique, déficit de chauffeurs, qu'on avait rencontrés plus ou moins à certaines époques, en particulier sur les mois de juillet et août, mais qui est quand même relativement nouvelle. Et puis on la voit venir très très vite, la crise sur l'énergie, qui n'est pas forcément notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est quand même qui fait partie du paysage. Et puis, dans le prolongement de tout ça, l'inflation qui arrive avec le package, et qui là pour le coup est quand même très clairement lié à la guerre en Ukraine. D'accord. Alors là, on voit finalement une évolution. On va voir après si c'est durable selon vous, et puis quelques autres tendances. On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail des tendances. Madame Leclerc, vous avez, donc, je le disais tout à l'heure, une reconversion. Vous avez repris une ferme familiale avec votre mari. Vous avez fait le choix d'un modèle qu'on appelle conventionnel. Est-ce que pour autant vous vous êtes adapté à l'évolution des attentes des consommateurs? Et puis est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits chiffres sur votre exploitation? On a eu quelques chiffres en Ukraine, que vous puissiez nous donner quelques chiffres sur votre élevage, qu'on plante le décor également. Bonjour à tous. Eh bien moi j'ai une ferme moyenne de 220 hectares et 350 truies naisseurs-engraisseurs, c'est-à-dire que je fais naître et j'élève les cochons. Voilà, donc oui, c'est une reconversion. J'ai repris en 2009 l'exploitation familiale. Je l'ai reprise avec mon époux. Notre choix du conventionnel, ça a été la suite historique de la ferme. Il y avait déjà cette philosophie-là d'autonomie alimentaire, d'autonomie, on va dire, en eau aussi. On a quelques... Et des réductions d'énergie aussi. On a toujours eu cette philosophie-là. Donc, on a été dans la continuité, qui était un modèle de 1970. Et aujourd'hui, certes, on a fait des améliorations sur les conditions de travail. On a adapté aussi notre production par rapport à la demande du consommateur. On a eu plusieurs cahiers
charges, mais il faut savoir que on a toujours suivi le modèle français, le porc français, né, élevé, transformé en France. Donc on est toujours dans cette démarche-là. Nous, on veut répondre en volume, en prix et en sécurité alimentaire pour nos consommateurs. Pour le bien-être animal, est-ce que vous prenez ça en compte aussi qu'il y a une Ah oui, attente, oui. Déjà, le porc français a déjà des critères de base. Après, c'est un choix. Je fais un cahier des charges pour des niches de consommateurs. Aujourd'hui, je suis en non-OGM, zéro antibiotique. Demain, je serai en non-castration. Parce que pour moi, pour le bien-être, mais c'est ma perception à moi, j'estime que ne pas castrer, c'est l'image sociétale la plus positive qu'on puisse retourner aux consommateurs. Donc vous allez dans cette direction-là. Alors là, on voit finalement donc, ce choix d'un modèle conventionnel avec des adaptations aux attentes, à l'évolution aussi des attentes des consommateurs. Monsieur Pomard, est-ce qu'on assiste à un retour du local ? On parle alors local à géométrie variable, Made in France, mais est-ce que vous sentez un retour du local? Alors quand on est en Bretagne, ça a un sens encore peut-être plus fort dans les rayons et dans les attentes des consommateurs. Est-ce que c'est un retour du local? D'autant plus quand on est depuis 8 ans bénévole à Produits en Bretagne. En fait, dans ce cadre-là, j'ai été pendant 4 ans animateur de la commission commerce de Produits en Bretagne, qui regroupe les distributeurs et les industriels agroalimentaires. Et à cette occasion-là, nous avons très régulièrement des réunions. Et ça fait 8 ans qu'ils m'entendent répéter à l'infini que les enjeux de croissance du chiffre d'affaires des distributeurs depuis longtemps, c'est le local, le régional et le bio. Donc, tout ce qui se passe ici, et là en particulier du Covid, ça a été, comme souvent en temps de guerre, un accélérateur. Et des accélérateurs de tendance sur le local et le régional, ça tout le monde, je pense, a pu le constater, ça a été très fort. Avec, alors, peut-être un petit épiphénomène du temps où il y avait ce que j'appelle les Ausweis, les autorisations de sortie. Ça pouvait être, par exemple en zone rurale, la possibilité d'aller chez tel ou tel producteur local de farine, de porc, de miel ou autre. C'était une occasion de promenade. Ça, malheureusement, on l'a vécu avec certaines AMAP, des développements d'activités très très forts qui, malheureusement, après le Covid, sont retombés. Bon. Mais si on met à part ce phénomène-là, la tendance, l'accélération pour l'appétence sur les produits régionaux, elle est évidente. On a, dans le cas de Produits en Bretagne, très récemment demandé à Nielsen de faire une étude sur la performance des produits agroalimentaires bretons, porteurs ou non du logo Produits en Bretagne. On se rend compte que la croissance des produits porteurs du logo, alors je ne suis pas en train de vous vendre Produits en Bretagne, c'est une association. En revanche, les produits porteurs du logo, je les vends, mais je ne les fabrique pas. Voilà, la croissance de ces produits-là est double par rapport et supérieure à la moyenne française. Donc les produits porteurs du logo ont une croissance 2 fois plus rapide qu'un produit qui n'est pas porteur du logo en Bretagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit ça vient de là, ça vient de Noyelles-Pontivy, ou ça vient de Saint-Jean-de-Révelay, ou n'importe quelle commune bretonne, incluant la Loire-Atlantique, évidemment, on dit mieux encore que le simple Made in France. Oui. Et plus on va dire ça vient de là, et plus on va être crédible, et plus on va avoir une appétence. Voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas le risque inverse finalement de dire en local j'ai le choix d'une référence et du coup ok je vais faire du local mais j'ai à peine le choix, et vous savez que le français, le consommateur en général aime bien, et le français aussi, avoir le choix. Est-ce que le local va avec choix? Alors oui, on m'a soufflé la réponse, mais c'était celle-là de toute façon. Et alors après, on peut rapidement distinguer deux types de marchés. C'est-à-dire que on va avoir les marchés marketés, la bière, le café par exemple, où là on a tous en tête des marques qui viennent à l'esprit. Et un petit exemple rapide, il y a 11 ans, quand je suis arrivé épicier à Saint-Jean-de-Révelay, il y avait 1,33 m d'une bière avec un packaging rouge, dont on ne dira pas le nom, mais qui n'est pas une bière française. Et qui est éventuellement ce qui n'est pas très haut de gamme. Voilà.
ça sans que ce soit du tout leur faire injure. Aujourd'hui, dans mes rayons, 11 ans plus tard, il n'y a plus que 3 références. À l'inverse, l'élément que ça a libéré, entre guillemets, si on peut parler de cette arithmétique-là, même si elle n'est pas tout à fait exacte, à l'inverse, j'ai un élément de bière bretonne, avec Bride, Corrèves, Lancelot, mais aussi des plus petits producteurs locaux, et avec un vrai choix. Donc il faut quand même garder ce choix. Enfin, c'est quand même une des composantes aussi pour le local. En tout cas, on a vu, c'est étonnant de voir sur un marché comme la bière, qui est à peu près flat, hein, il y a une petite baisse de volume, je crois, sur quelques années. La progression des brasseurs bretons est à 2 chiffres depuis 10 ans. Voilà, donc, et ça rejoint une autre tendance dont on parlera après, c'est on consomme moins mais mieux. Alors, si on parle des produits qui ne sont pas marketés, comme le porc, la volaille, enfin les produits carnés, les produits laitiers, les fruits et légumes, il va de soi que vendre une tomate espagnole, à un moment, c'est quand même désespérant. Enfin, sauf si c'est hors saison et encore. Et on a une appétence très très forte pour tous. Au plus, on va dire, voilà, le bovin de cette semaine, il est morbihanais ou il est de la commune à côté. Ça, c'est, on constate très facilement que, et même s'il y a un surcoût, ce qui n'est plus le cas du bio, voilà, mais les clients vont y aller, voilà, sur cette idée du peut-être moins mais mieux. D'accord. Donc on voit finalement ce mouvement avec quand même quelques conditions que vous indiquez. Une chose importante, puisque souvent on évoque ça au niveau politique et réglementaire français et européen, j'ai envie de vous poser la question, Monsieur Molac. L'Europe a pris un engagement qui s'appelle le Green Deal en bon français, qui est vraiment un engagement de verdir un grand nombre de politiques européennes. Est-ce que finalement, dans ce contexte un peu inédit, qu'on évoque là, inflation, retour, fin d'une pandémie et puis crise énergétique, est-ce qu'on a une inflexion? Vous pensez qu'il y a une forme d'inflexion au niveau européen dans les échanges que vous pouvez avoir, ou français dans les politiques liées à l'agricole et l'alimentaire? Alors, au niveau européen, je dirais l'inflexion, elle n'est pas nouvelle. Les surfaces écologiques, etc., elles sont là depuis un certain temps. Donc, quelquefois, on est obligé de faire remonter un certain nombre de choses à Bruxelles, en particulier qu'ils n'oublient pas le bocage et les haies. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire, effectivement, via le ministère de l'Agriculture. Mais c'est une tendance lourde, quand même. Et c'est une tendance lourde aussi que l'on retrouve dans les politiques qui sont les politiques de l'État ou de la région. Par exemple, la région avait mis en place les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui consistaient à aider les agriculteurs à pouvoir faire eux-mêmes leur matière azotée, de façon à augmenter l'autonomie protéique chez les exploitations, en particulier chez les bovins, c'est plus facile que dans le porcin. Et on voit bien que c'est... Alors c'est à la fois, ça peut être, si je prends les MAEC, ça peut être quelque chose, enfin j'avais discuté avec un agriculteur qui m'avait dit que lui effectivement, il faisait moins de culture, mais du coup il faisait ses matières azotées, il utilisait moins de produits phytosanitaires, et que l'un dans l'autre, en fait, il s'y retrouvait bien. Donc pour lui, c'était à la fois intéressant parce que ça lui permettait d'être plus écolo, si on veut, oui, d'un côté, et il ne perdait pas d'argent ensuite, parce qu'évidemment, il faut que le système économique... Vous savez fort bien qu'une exploitation, s'il n'y a pas de résultat, ça ne dure pas très longtemps. Et alors là, on le voit au niveau du Green Deal, et puis, on pourrait parler Egalim 2, mais Madame Leclerc, ce que vient de dire Monsieur Molac, le réglementaire, on sait que c'est très présent en France. Est-ce que vous avez cette capacité à vous adapter? Est-ce que c'est si nouveau? Parce que Monsieur Molac dit on le fait depuis longtemps, c'est pas toujours su. C'est quoi votre point de vue là-dessus par rapport à la réglementation française et puis l'adaptation finalement que vous menez à la fois dans le contexte politique français et européen, puisque parfois il y a des règlements ou des directives européennes qui viennent finalement dicter un peu l'activité. Oui, moi je rejoins M. Molac, puisque le verdissement, la PAC verte, le verdissement, on le fait, on le pratique depuis 20 ans au moins en Bretagne. On a nos haies, on a nos forêts, on a nos pâtures. C'est quelque chose, c'est pas nouveau. Nous, on a toujours eu comment dire,
préserver notre environnement, c'est important pour avoir des rendements réguliers et toujours de bonne qualité. On a mis en place des rotations, mais ça c'est de l'agronomie, c'est le cœur de métier de l'agriculteur, donc ça il le fait. Il y a le Green Deal, pour moi il n'y a rien de nouveau. On passe le chemin, quoi. On va continuer ce qu'on fait déjà et on sait le faire, donc on va continuer. Oui, après l'adaptation, on a toujours relevé les défis, nous en agriculture. Le défi sociétal, le défi climatique, on va le relever. Le défi renouvellement des générations, j'espère qu'on va pouvoir le relever. Ils sont là. Mais oui, j'espère. Ça, ce sera que si justement nos fermes sont rentables et qu'on ait une rémunération justement par rapport à nos adaptations de production, parce que on fait des investissements. Nos investissements, ils sont sur le long terme. C'est pas comme un commerçant qui investit sur 7 ans. Nous, en moyenne, c'est 15 ans, c'est 20 ans. Donc, la réglementation, souvent, elle change dans cette période-là. Donc, oui, on s'adapte, on fait du mieux. Mais est-ce que le consommateur est prêt à payer, justement, ces plus-values-là que nous, on met dans nos exploitations ? Et voilà, il faut lui faire connaître aussi les efforts qu'on a faits. Je pense que c'est pas assez dit. On va voir effectivement en communication, finalement, quand on fait comme le Green Deal, c'est des choses qu'on parle de verdissement de la PAC, mais on le fait déjà, quoi. C'est seulement pas su. Faire savoir ce qu'on fait, on en reparlera, puisque le thème c'est aussi la communication, c'est un peu l'objet de ce grand débat. Peut-être qu'on peut faire une petite pause et voir si dans le public vous avez déjà des questions à ce stade du débat auprès de nos speakers, nos intervenants. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous partiez en disant « Ouais, j'ai pas eu le temps, on n'a pas pu poser de questions. » Donc ça, on veut pas ça. Je sais pas, si vous êtes très clair, on va voir. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Oui, madame. Attendez. Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter également, puis poser votre question? Marie-Esther Battu, journaliste pour la France Agricole. Moi, c'était juste une question de préciser, savoir où M. Garnier avait son exploitation exactement et quels étaient les travaux dans les champs actuellement, où ça en était et comment ça se passait. Donc je suis à 200 km au sud-ouest de Jytomyr, de Kiev, donc dans la région de Jytomyr. Aujourd'hui, on a emblavé les colzas du 15 au 30 août, et là on est dans les semis de blé qui arrivent derrière colza, puis derrière tournesol, puis derrière soja. Donc on espère avoir fini les semis au 1er octobre, puisque l'hiver commence à tomber à partir du 1er 15 novembre. On a déjà effectivement un hiver relativement précoce, avec des gelées dans le nord de l'Ukraine notamment, et des nuits vers Zaporogie, donc vous connaissez bien maintenant, des nuits fraîches, donc l'hiver pourrait arriver un peu plus rapidement. Finalement, l'hiver commence entre le 15 septembre et le 15 novembre, quoi, c'est ça? Un peu. Non mais donc faut le prendre en compte. Mais la proportion de culture d'hiver, vous avez dit 30%, ça? Enfin, à peu près. C'était 30% avant la guerre. Là, j'ai beaucoup réduit. J'ai réduit jusqu'à 20% mon assolement justement de blé et de colza, puisqu'on n'a aucune visibilité sur les 12 prochains mois. Et surtout, pour financer les cultures d'hiver, j'ai eu besoin de vendre en dessous de mon coût de production. Puisque je vends en local, on va dire, vous vendez du blé. Moi, jusque-là, j'ai été payé 120 € de la tonne des parts fermes. J'ai un coût de production à 160. Donc j'étais obligé de céder, de lâcher, sinon je ne pouvais pas. Voilà, mais je préfère semer des cultures de printemps puisque dans les 8 prochains mois, j'aurai plus de visibilité sur ce qui va se passer. Bon, là, on voit encore une adaptation finalement au quotidien, monsieur, du choix des assolements, et finalement, vous avez dit aussi des intrants financés. Oui, monsieur. Oui, Yves Clément, association Résonance. 2 questions à monsieur Garnier. Quels sont les niveaux de rendement dans votre ferme, en blé, en colza et autres? Et combien de salariés travaillent sur les 10 000 hectares? Alors, je prends la deuxième question. En premier, au total, on est 105 sur l'exploitation, mais parce qu'on a une intégration totalement verticale.
de notre chaîne, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre gardiennage, on maîtrise nos juristes, on maîtrise notre logistique, on a 7 semi-remorques, on maîtrise notre stockage, donc on a des opérateurs au triage, au séchage. Voilà, donc on a la maîtrise de notre outil de A à Z pour être indépendant. Et parce que l'Ukraine est un pays jeune, donc sur le point de vue agricole, donc il y a très peu de prestations, très peu de prestataires qui sont là. Sur la première question, les rendements, alors nous on est dans un mix de terres, on n'est pas tout à fait... Si vous regardez une carte, les grosses zones de Tchernozem sont au sud et à l'est, or ce sont les zones un petit peu les plus arides. Donc moi je vais vous parler de mon secteur, qui est le secteur nord-ouest, qui est un petit peu, on va dire, dans ce climat continental, qui est un petit peu le plus tempéré, parce qu'on a 600 mm d'eau, donc on peut se permettre un petit peu plus de choses qu'au sud et à l'est. Malgré ça, voilà, on a un mix de terre, on a quelques sacs, quelques limons et quelques tchernozem. En blé, on sort entre 6 et 7 tonnes. En maïs, on est bon parce qu'on fait entre 9 et 11 tonnes secs. En soja, on va être entre 2,5 et 3. En tournesol, on est trop au nord, donc on n'est pas très bon, on est dans les 2,5. En betterave, je suis encore trop jeune. Voilà, c'est ma 3e année, mais on va être entre 45 et 65. Et il me reste le colza. Et le colza, là aussi, on n'est pas très bon. On est entre 25 et 32. Là, vous avez tous les chiffres détaillés par production. Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur le jeune homme, là, il y en a une aussi. On prendra les 2 dernières, puis il y aura une deuxième opportunité. Bonjour, donc, Auguste Malagu, BTS2 à la MFR des Noyers de Touraine. J'aurais 2 questions pour M. Garnier et Mme Leclerc. Ça aurait été sur l'irrigation. Est-ce que pendant cet été, vous avez été restreint ou pas pour l'irrigation, ou si déjà vous deux vous irriguiez sur vos hectares? Oui, alors oui, nous on irrigue une partie sur les 220 hectares, on doit avoir presque 160 irrigués. Donc oui, j'ai arrosé, je n'ai pas eu de restrictions puisque mes bassines ou mes lagunes datent de 1990 et sont faites donc en argile et vraiment dans la réglementation, respectent la réglementation. Donc j'ai eu aucun souci. Voilà. Je vais répondre en 3 temps. La 3e temps, ce sera Gérard, parce qu'il a une très bonne vision globale, parce que moi je suis restreint un petit peu dans ma zone. Donc dans ma zone climatique, en l'occurrence, géographique et donc climatique, en l'occurrence, nous, la pluviométrie se concentre les mois d'été. L'hiver est froid et continental et donc très sec, ce qui nous permet d'ailleurs de... pour l'anecdote, généralement le maïs, nous on compte attendre les premiers jours de gel pour pouvoir travailler tranquillement dans les champs et que le sol porte, parce que derrière on n'a pas de pluie, on n'a pas de boue, on n'a pas tout ça l'automne et l'hiver. Et donc on a la plus grosse concentration de pluie sur juin, juillet, août, ce qui nous permet de faire ces cultures tropicales, puisque je fais plus de 50% de soja, parce que justement il fait chaud et bien humide. Mais évidemment, on a regardé du côté de l'irrigation parce que voilà, on aurait pu sortir des cultures un peu plus techniques ou faire plus de rendement. Malheureusement, on a peu d'eau en sous-sol. Rien que pour nos traitements phytosanitaires, on a foré à 75 mètres et on sort lamentablement 10 mètres cubes heure. Donc voilà, on n'aurait pas pu. Ceux qui le font dans notre région, c'est ceux qui ont des lacs avec quelques pompes de surface, mais pas de manière développée. En revanche, Gérard va pouvoir donner dans le sud de l'Ukraine, sur les canaux soviétiques, là ils savent faire. Je te remercie. Alors effectivement, d'un point de vue plus global, l'irrigation, pour vous donner quelques chiffres, en Ukraine, jusqu'en 91, il y avait 2 500 000 hectares qui étaient irrigables en Ukraine. Aujourd'hui, on a 500 000 hectares. Essentiellement, et c'est important, en fait, il n'y a pas d'eau souterraine, ou très peu, effectivement, comme il vient de le préciser, et en plus la loi est très difficile. En fait, si vous voulez vraiment pomper, mettre une station, faire un puits, c'est compliqué. Donc vous pouvez utiliser l'irrigation simplement le long du Dniepr,
pour faire simple. Donc le Dniepr, c'est ce fleuve qui traverse toute l'Ukraine. Là, vous allez avoir des systèmes anciens d'irrigation qui sont rénovés. Et vers le sud, donc toute la partie qu'a pris pour l'instant la Russie, c'est effectivement une zone très irrigable et très irriguée, avec tout un système de canaux, de pompes, de réenvoi, etc. Mais il y a une autre problématique, c'est que sur une ferme, donc comme chez Madame, effectivement, irriguer 160 hectares, c'est ça sur 225, ça a un gros intérêt, et vous le voyez tout de suite sur le compte de résultat. Quand sur une ferme de 10 000 hectares, même si vous arrivez à irriguer 1000 hectares, et c'est déjà bien, l'impact est moindre. Et sur la ferme Ukraine au global, sur 33 millions, il y a 2 millions d'hectares, 2 500 000 qui sont irrigables, donc ça a un impact relativement faible. Ceux qui vont chercher à investir, ça va être donc encore une fois ceux qui ont des productions spécialisées, ça va être sur de la pomme de terre, des légumes, etc., qui eux vont sur des surfaces plus réduites pouvoir utiliser, vraiment profiter de l'irrigation. Une dernière question, Marc. Mademoiselle, si vous pouvez la garder pour le deuxième tour, on va reprendre un peu le débat et vous pourrez vous exprimer. On commencera avec vous la deuxième session. Monsieur. Bonjour, Emmanuel Gomis, AgroCampus 47. Pour Monsieur Garnier, un petit complément sur l'organisation du travail. Vous avez évoqué un système en 3-8 et un modèle vertical d'intégration. Les deux sont liés. Est-ce que c'est un modèle dominant sur les fermes un peu plus grandes? En bon français, on est arrivé plein de bonne volonté là-bas. On s'est dit, voilà, on va un petit peu mettre notre organisation en place. Et en fait, pas du tout. On est arrivé derrière des kolkhozes. Alors même si ça faisait bien souvent 20 à 30 ans que les terres étaient en friche et donc que les gens ne travaillaient plus, ils avaient leur propre organisation à eux. Donc en réalité, on est plutôt sur du 3-12. Comme ça permet à chacun de se décaler et de pouvoir être dans son potager au moins quelques fois dans la semaine. Mais nous, on a voulu arriver avec les 3-8. Ils nous ont dit ah mais non, mais moi je peux tourner une journée d'affilée. Mais comment ça? Ouais, 24 heures. Ouais, mais alors c'est-à-dire que le matériel coûte un peu cher. Alors on a beau avoir de l'autoguidage sur chaque matériel, vu le prix des outils, on n'a pas envie de finir dans un poteau. Donc là, on est quand même arrivé avec notre, on va dire avec un petit peu notre modèle. Mais non, sur l'entrain des gens, sur l'implication et sur leur quantité d'heures de travail, c'est vraiment eux, naturellement, qui sont là pour ça. On est arrivé, juste pour... On est arrivé donc avec des salaires que vous imaginez peut-être très bas, mais dans la terre, dans l'agriculture, il y a toujours eu ce rapport de l'Ukraine à l'agriculture, avec justement une politique salariale plutôt élevée. Et aujourd'hui, nos propres salariés étant en Ukraine, on arrive quand même sur des niveaux de salaire polonais, donc ça va quand même très très vite. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de monde parce que ça coûte pas cher, c'est une grosse dépense. Et qui a tendance à aller très très vite, puisqu'il y a forcément, je disais depuis 2014, l'agriculture a connu une envolée énorme, et c'est ça qui a un peu fait monter ces charges-là. Merci pour toutes vos questions. On va reprendre le débat. Donc là, on était sur la logique un peu de cadre réglementaire. Et puis on a évoqué des modèles, le modèle dit conventionnel ou non bio. Monsieur Pomard, pour commencer, est-ce qu'on peut encore parler d'agriculture non bio sans se faire taper dessus? Est-ce que c'est entendable aujourd'hui? Oui, alors on a parlé tout à l'heure de l'appétence pour les produits régionaux et de cette accélération forte. Il y a un truc nouveau sur les 2 années et demie de crise auquel on a quand même assisté, c'est la baisse du bio. Alors, pour des raisons, personnellement, je n'identifie pas forcément très bien, quand même très probablement des raisons budgétaires, et qui devraient permettre de constater un maintien de cette tendance. Et à titre personnel, j'ai toujours trouvé dérangeant de vendre des lentilles corail bio origine Turquie dans mon rayon bio-vrac. Voilà, quand on a des lentilles vertes du Puy, la Belle Rouge, ou lentilles du Berry, enfin bon, il me semble que c'est bon. En tout cas, j'aime bien ça. Vous aimez. Et on revient à des questions de bon sens, on en parlait pour les produits régionaux, et sur les produits bio, de mon point de vue, il en va un peu de même. Et je pense, alors c'est des initiatives comme Bleu Blanc Cœur,
l'agriculture raisonnée dont on parle depuis très longtemps et à mon avis pas assez, ou des labels tels que le label rouge aussi, font partie des choses qui reviennent un peu sur le premier plan, alors que ça fait finalement longtemps qu'elles existent. Un petit retour. Madame Leclerc, peut-être la même question. Est-ce qu'on peut parler non bio, puisque vous avez fait le choix d'un modèle dit conventionnel? Est-ce que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui du choix que vous avez fait, par exemple? Oui, on se rend bien compte là au niveau de nos tournées d'été, quand on est en contact avec le consommateur, on voit bien qu'il y a une reconnaissance de ce qu'on fait, et puis surtout quand on échange avec le consommateur, on s'aperçoit que souvent c'est une méconnaissance de nos pratiques. Donc du coup, on s'aperçoit que la majorité des consommateurs vont consommer du conventionnel sans savoir, alors que quand on discute avec eux, quand on leur explique nos pratiques, la réalité du terrain, quand on fait connaître ce qu'on fait, effectivement, il n'y a pas de souci. Et puis, le consommateur, l'acte d'achat, au moment de l'acte d'achat, c'est le prix. Là, on voit bien avec l'augmentation des matières premières, pour nous, c'est pareil. Les coûts de production ont flambé, on n'a pas eu forcément la répercussion tout de suite sur nos prix de vente, mais l'inflation, là, le consommateur va regarder à son porte-monnaie et effectivement, sans rentrer dans les débats, mais je veux dire, le bio est un peu plus cher, donc du coup, le consommateur fait, il pourrait expliquer. Voilà, il fait son Monsieur Moloch, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut plus facilement parler d'autres modes de production autres que le bio aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre? Il faut peut-être différencier les discours qu'on peut avoir et les reportages qui sont toujours faits avec une ligne éditoriale aujourd'hui. Donc, ce qui est un peu embêtant, parce que moi j'aime bien, quand on fonctionne à l'ancienne, c'est thèse, antithèse, synthèse. Or là, on a toujours des thèses. Et en général, effectivement, c'est le conventionnel, c'est pas bon, et le bio, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Alors après, est-ce que ça imprime véritablement chez le consommateur? Il semblerait que chez certains, certainement, mais chez d'autres, non. Donc il y a une segmentation du marché. Et on voit bien que, tout à l'heure, on parlait de réglementation. Quand même, les scandales alimentaires sont très rares chez nous. Et globalement, la personne qui va acheter quelque chose dans un supermarché se dit « Ah bah oui, je vais acheter ça, il faut que je mange, mais je vais m'empoisonner. » C'est pas ça qui se dit. Donc on voit bien que, si vous voulez, globalement, le consommateur, il a confiance en ce qu'il achète. Globalement. Donc c'est, si vous voulez, c'est que quelquefois, il y a une surreprésentation, je pense, médiatique du local et du bio. Alors c'est vrai que le local augmente, le bio a augmenté pendant des années, quelquefois avec des croissances à 2 chiffres. C'est un marché, évidemment. Il y a une recherche de la part d'un certain nombre de personnes. Maintenant, il ne faut pas, je dirais, jeter le bébé avec l'eau du bain. La part des choses à faire. Madame Leclerc, au modèle conventionnel, vous pouvez nous réexpliquer l'autonomie, en fait, les choix que vous avez faits, peut-être les détailler un peu plus, parce que souvent on entend parler d'un modèle dit agro-industriel où il y a la recherche d'installations toujours plus grosses. Voilà, on a commencé à parler de certains thèmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu en détail les choix que vous avez fait d'entreprise conventionnelle, mais en développant l'exploitation? Vous avez parlé d'autonomie alimentaire tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choix que vous avez faits? Oui, alors, quand je me suis installée en 2009 pour prendre la suite de mes parents, moi je suis née dans le cochon, donc j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu mes parents, j'ai vu l'évolution du métier. Donc les courrettes, je les ai connues, les cochons dehors, je les ai connus. Donc si aujourd'hui, enfin à l'époque de mes parents, on a fait des bâtiments pour loger les animaux. Nous, notre métier, c'est de bien loger, bien nourrir, amener un cochon en bonne santé, c'est notre mission, ça. Veiller sur lui, c'est notre mission, nous, d'éleveurs. Donc, le conventionnel répond à ça avec les bâtiments. C'est une sécurité. Derrière, si on nourrit bien un cochon, si on s'en occupe bien, l'éleveur s'en occupe bien, derrière, on apporte un produit de qualité. Et ça, c'est primordial, la sécurité alimentaire. Après, l'autonomie, 350 truies, c'est une taille avec mon mari qu'on a voulu, parce que c'est une taille humaine, on va dire.
C'est-à-dire qu'on a des problèmes, comme dans tous les métiers, de recrutement, de personnel. Aujourd'hui, on est deux, plus 2 salariés. On a toujours eu cette optique-là. Il fallait qu'on puisse faire tout seul, 358 tout seul. Bien sûr, en optimisant les bâtiments, en optimisant les conditions de travail, en informatisant, vraiment en poussant ce qu'on pouvait selon nos moyens financiers, nos façons de travailler et nos conditions de travail. Et donc aujourd'hui, si on n'a pas de salariés, on pourra tenir la ferme avec les résultats techniques qu'on a. Ponctuellement, je ne dis pas dans le long terme, mais ponctuellement on le peut. Et ça, c'était aussi un des facteurs. Le deuxième facteur, c'était pouvoir nourrir les animaux. Donc voilà, on est arrivé à 220 hectares, c'est pour pouvoir nourrir en blé, maïs, nos animaux. Donc autonomie alimentaire. Réduction aussi des coûts énergétiques, des nouveaux bâtiments, des meilleures conceptions, on a une pompe à chaleur, on essaye d'optimiser. Demain, ce sera les panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. On va vers là. L'eau, eh bien oui, on a parlé d'irrigation tout à l'heure. Depuis 1990, on a des bassines, des retenues collinaires. Depuis 1990. Donc cette eau-là, elle peut nous servir aussi pour laver les bâtiments. On a des réserves d'eau de pluie pour laver. Et on a aussi un forage pour l'abreuvement des animaux. Mais ça, on l'a depuis toujours. Et on le perfectionne tout le temps aussi. Mais un choix, vous êtes resté assez fidèle à votre projet originel, oui. Pas forcément avec une volonté d'expansion, ce qui est souvent reproché, en disant on va vers des exploitations plus à taille humaine, trop grande, quoi. Il faut qu'on maîtrise. Moi, c'est la maîtrise de l'élevage. On est éleveur avant tout. Moi, avant tout, je suis éleveuse, donc j'ai la passion de mes animaux. J'estime que... Voilà, mais moi, c'est mon point de vue. Donc, avoir plus grand, ça ne m'intéresse pas. Déléguer le naissage, parce qu'on s'est posé cette question là aussi, mettre en collectif la partie naissage, j'avais l'impression de perdre une partie de mon métier, quoi, éleveuse. Donc on l'a gardé. Voilà, arrivé à un moment, le métier est assez compliqué, donc si on enlève en plus la partie passion de l'élevage, non. Donc un vrai choix. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une taille, on va, je pense, rester là. Mais améliorer peut-être les conditions de travail encore. Voilà. Monsieur Molac, est-ce que finalement, face à ce constat qu'on est en train de faire, est-ce qu'il ne faudrait pas relocaliser des productions, voire faire un peu de protectionnisme à l'heure du Mercosur, du CETA, de ce genre d'accords internationaux, finalement, de libre-échange? Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'il faudrait relocaliser et peut-être pousser un peu plus loin, avec une petite forme de protectionnisme? Alors, on a quand même un enjeu. Vous savez qu'il y a une augmentation de la population mondiale. Vous savez aussi qu'on peut avoir des problèmes de type Ukraine, c'est-à-dire des problèmes internationaux qui font qu'à un moment donné, on peut avoir un approvisionnement qui s'arrête. Donc, le besoin essentiel qu'on a, c'est de boire et de manger. Donc, pour quelqu'un qui essaye de prévoir, puisque la politique, c'est aussi essayer de prévoir, il faut absolument qu'on ait une forme d'autonomie au niveau européen et au niveau français pour pouvoir alimenter notre population en cas de problème. On sait aussi que le modèle qui a été le nôtre, c'est-à-dire d'une énergie peu chère, qui permettait d'aller chercher à l'autre bout du monde des choses qu'on pouvait faire très bien chez soi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que je pense qu'on est rentré dans une ère qui va être une ère d'énergie chère. Donc le modèle qu'on nous a vendu pendant, je dirais, à partir des années 80, qui était celui de la mondialisation, c'est sans doute un modèle qui va avoir des changements. Donc forcément, ça ne peut, sur les questions agricoles, on va se dire, il faut quand même qu'on assure les besoins essentiels de la population et le faire localement. Ça, je pense, c'est une tendance très lourde. Et c'est quelque chose qui moi, effectivement, me marque. Et dans les traités internationaux, alors certes, il y a des questions qui dépassent l'agriculture, l'industrie, les services, mais quand on met les agriculteurs français en particulier en concurrence avec d'autres systèmes, sachant que quelquefois au niveau mondial on exporte en fait les surplus et qu'on les exporte à des prix qui sont inférieurs, voire juste au prix de revient. Donc pour nous, alors c'est pas le cas chez vous, parce que vous êtes un grand pays exportateur et vous exportez aussi dans des pays qui de toute façon
ne sont pas autosuffisants. Je pense en particulier au Maghreb, et il y a peu de chances qu'ils le soient un jour, parce que de toute façon, il n'y a pas d'eau. Mais nous, on n'est pas dans ces conditions-là, on est dans des conditions pédoclimatiques qui peuvent nous permettre de produire beaucoup de choses, et donc je pense qu'effectivement, il faut le garder. Alors bon, moi, j'ai voté contre le CETA, par exemple, je pense que je voterai aussi contre le Mercosur, parce qu'il y a une chose que je n'accepte pas, c'est que finalement, nos agriculteurs soient mis en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, soit sanitaires, soit, j'allais dire, sociales. Et donc, j'estime que c'est de la concurrence déloyale. Et donc, on ne peut pas mettre nos agriculteurs en face de ce genre de dilemme, parce qu'on pourrait effectivement perdre tout un pan de notre économie, qui est quand même totalement structurant pour nos campagnes. Moi, j'habite à la campagne, je suis fils d'agriculteur. J'ai failli faire le métier, mais bon, après j'ai mal tourné, j'ai quitté, mais bon. Et donc, j'y suis très attaché. Et si vous voulez, ça ne me laisse évidemment pas du tout indifférent. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour une question, tout simplement, d'autonomie. Hein, il faut regarder les choses en face. Donc, on a besoin de cette agriculture, on a besoin de manger, et donc on a besoin de soutenir cette agriculture en mettant des règles claires au niveau international. Ouais. Parce que pour l'instant, elles ne sont pas très claires. Même Mercosur, puisqu'on en a parlé un peu, il y a des clauses miroirs qui font qu'à un moment donné, vous pouvez arrêter normalement le traité. Et en fait, ces clauses miroirs, si j'ai bien compris, n'ont pas été mises dedans. Donc il y a plein de choses comme ça qui... voilà, je crois que j'ai été clair. Donc oui, protectionnisme. Une forme. Monsieur Pomar, on a vu cette capacité, ou cette volonté en tout cas, on a parlé du local, des choses comme ça, et on a eu des discussions en préparant le débat pour savoir finalement si en tant que distributeur, commerçant, épicier, je choisissais le mot, je vends ce que le client demande ou j'essaie d'éduquer le consommateur à des croyances, des objectifs que j'ai. C'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est celui d'un commerçant. Il va de soi que vendre des fraises en plein hiver, aujourd'hui, c'est presque choquant, sinon scandaleux. En revanche, je vends des tomates toute l'année. Si je n'en ai pas, il est probable que je génère du mécontentement, voire de la désaffection. Ce qui, chez nous, n'est pas du tout le but recherché. Voilà. Alors, entre la fraise et la tomate, et puis sur un marché comme l'avocat, par exemple, qui arrive du Kenya ou du Pérou, mais qui est un produit très apprécié, de la même façon... vendu toute l'année, quelle est la position? Je ne sais pas. En revanche, à titre personnel, ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon enseigne, mais j'ai interdit la vente de l'agneau néo-zélandais. Arrive un moment, enfin moi ça me semble insupportable. Alors, il me semble une agriculture française qui est performante, on a des agneaux français, l'écart de coût n'est pas énorme, l'empreinte carbone, elle l'est. À un moment, c'est bon. Donc ça, dans ma position de distributeur, on a une possibilité à chercher à, entre guillemets, éduquer le consommateur. Mais j'ai envie de dire, chaque exemple est un cas particulier. Donc quand même des choix que vous faites. Est-ce qu'il faudrait finalement au niveau des produits inclure ce coût finalement du transport et des gaz à effet de serre induits dans le coût du produit? Est-ce qu'on peut rêver de ça un jour? Alors, je ne sais pas si le législateur y parviendra. Bon courage. Bon courage, parce que dans un monde idéal, oui, c'est ça. C'est ça. Dans un monde idéal, c'est ça. Après, on est sur des marchés qui sont libres, ouais. Et vouloir légiférer en Asie ou en Afrique, voilà, on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc, je reste sur ma conviction du bon sens collectif, qui est à mon avis beaucoup plus important que ce qu'on veut bien dire. Certes, le juge de paix, c'est le porte-monnaie. En déclaratif, quand on fait des études, quand on fait machin, on en reparlera peut-être un peu après, tout le monde est prêt à consommer équitable, bio, agriculture raisonnée, etc. Et puis, voilà. Une des dépenses qui n'est pas mensualisée, c'est l'alimentaire. Et donc, la fin de mois, la variable d'ajustement éventuel, c'est ça, c'est l'alimentaire. Et c'est là-dessus qu'on est, nous, en bout de ligne, à avoir des produits premier prix qu'on vend beaucoup,
et tout marché confondu, y compris... alors, la grande distrie a fait le taf sur les produits carnés premier prix. Ils sont l'immense majorité maintenant français, d'origine française, mais ce n'est pas forcément le cas de 50%, l'autre 50% du marché alimentaire en France. La grande distribution en France, c'est 50% de l'alimentaire, pas tout à fait, mais peu importe, et l'autre 50%, c'est tout ce qui est consommé hors foyer. La grande distribution remplit les frigos et les placards des uns et des autres, et puis il y a tout ce qui est consommé en dehors. Voilà. Et là, il y a encore, à mon avis, du travail à faire. Alors peut-être pour revenir, on était pas mal français. Côté ukrainien, finalement, Monsieur de la Salle et Monsieur Garnier, on entend souvent des reproches en disant oui, alors vous avez dit déjà sur les salaires que ça commençait à se rapprocher des standards Europe de l'Ouest, hein, Monsieur Garnier, mais sur le plan technologique, pardon ? De l'Est, pardon, Pologne, excusez-moi. Et effectivement, on entend en disant bah oui, mais on importe des produits ukrainiens, agricoles ukrainiens, qui ne sont pas faits dans les mêmes conditions que les produits français, vous le confirmez, hein, c'est différent, mais avec des produits phyto qui sont plus autorisés. Est-ce que techniquement, niveau technologique, c'est aussi avancé? Est-ce que vous pourriez nous éclairer finalement? Est-ce que ce marché, il est équitable, c'est sans doute pas le bon mot, mais technologiquement aussi avancé, et puis les reproches qu'on fait sur les phytos un peu injustifiés? Alors oui, un petit peu injustifié, parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas, on parle. On a une législation, on a des normes, on a des pratiques, évidemment. Vous avez une agriculture française qui est extraordinaire, effectivement. Il y a des hautes valeurs, des normes, etc. C'est superbe, et ça se défend, et je me promène en France, hein, puisque maintenant, de toute façon, je suis un petit peu réfugié, donc je viens une semaine sur deux, donc je vois ce qui se passe en France de plus en plus, alors que ça faisait 13 ans que j'étais parti dans les grandes plaines, et c'est superbe. En revanche, on ne fait pas non plus n'importe quoi, puisque les matières actives les plus dangereuses, elles ont été retirées du marché déjà depuis longtemps, de par même les grands producteurs, hein, on est aussi par Bayer, Monsanto, BASF, etc. Eux les ont enlevés de leur usine déjà il y a longtemps, donc elles n'arrivent bien évidemment plus chez nous. Et après, voilà, on a un énorme avantage, c'est qu'on arrive sur des terres vierges. Ça fait, pour beaucoup de ma plaine, ça fait 20-30 ans qu'elle était tombée en friche, et donc on arrive sans résistance, ni sur les herbicides, ni sur les insecticides. Donc on arrive à travailler avec des matières actives qui sont anciennes, tombées dans le grand public, donc peu chères, et évidemment on a des coûts de production bien moins élevés, mais par ce biais-là, par l'alternance, on a un climat qui nous permet d'avoir une rotation sur 5 cultures, donc on revient très lentement, et on essaye, on est nous-mêmes, moi j'ai des associés qui sont quand même également agriculteurs français, donc on arrive quand même avec un passif, on va dire, pas, désolé du terme, mais pas d'américain. On essaye de respecter ce qu'on fait, et puis de toute façon on est là à long terme, donc on n'a pas envie de tabasser notre outil de travail, on est comme tout le monde, on le respecte. Donc oui, ça nous fait des grandes économies de coûts. Maintenant, on a, en termes de produits phytosanitaires, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que le Cruiser et le Gaucho, qui sont des produits de traitement de semences qui ont été interdits ces dernières années en France, effectivement, on les a toujours. Il y a un petit décalage, mais on n'est pas en train de parler des intrazines, etc., des produits très dangereux des années 70 ou 80 en France. Ok. Donc là, on voit côté phytosanitaire, peut-être Monsieur de la Salle, sur l'aspect technologique au sens large, effluent, enfin vous intervenez sur finalement pas mal de filières agricoles. Est-ce que le niveau technologique est important? Parce qu'on est toujours dans cette concurrence en se disant mais oui, mais c'est moins cher parce que... Où est-ce qu'on en est au niveau de techno dans les productions que vous suivez, les équipements que vous vendez? Alors, tant d'un point de vue culture, donc les végétales, le cycle végétal et animal, si on est bien sur les deux groupes vraiment qui gagnent de l'argent, c'est-à-dire les agro-holdings et les fermes, je dirais, familiales, un petit peu comme celle de Florian, on est sur des fermes qui sont de plus en plus techniques. Mais, et j'en suis quelquefois sans vexer les Français et les Allemands, etc., on est quelquefois sur des fermes qui sont déjà en avance d'un point de vue technologique. Je le prends pour l'élevage. Ce qui leur permet aussi d'être en avance, c'est les fétailles. Puisqu'il y a eu cette polémique en France sur la ferme des 1000 vaches, que les voisins ne voulaient pas, on le comprend pas, mais une ferme laitière de 1000 vaches en Ukraine, l'investisseur la regarderait à peine, parce que c'est peut-être pas suffisant. Un peu petit.
C'est un petit peu petit. On est vraiment dans la fourchette basse. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu beaucoup d'épandeurs fumiers, donc c'est quelque chose que je connais bien. Toutes les belles fermes, je les connais en Ukraine. Et si vous n'avez pas en lactation, aujourd'hui, entre 1500 et 2500 vaches, en lactation, donc allez, je ne suis pas éleveur, mais vous multipliez par 3 le cheptel, à ce moment-là, vous avez quand même un problème économique. Le prix du lait n'étant pas à 400 € les 1000 litres. Hein, surtout en ce moment, on doit être encore à 15 grivna, donc il faut diviser par 40, donc on est quand même un peu en dessous. Et cet effet taille leur permet d'investir beaucoup plus sereinement et plus facilement, même si on n'a pas les systèmes bancaires qui suivent. Donc ils investissent sur toute la technologie et la gestion des effluents, par exemple. Elle est respectée. Aujourd'hui, vous avez les zones pour le lisier, les zones pour le fumier solide, vous avez les séparateurs. Quelques fermes vont même au-delà, elles ont aussi la méthanisation. Elles utilisent déjà ça et elles vont ensuite aller remettre les digestats. Donc on est sur des fermes techniques. Donc, vous vouliez réagir, Madame Ferme ? Oui. Voilà, c'était juste pour se remettre au carré sur l'aspect techno, hein, parce qu'il y a peut-être des croyances ou des idées reçues. Peut-être se remettre à niveau sur le plan techno. Oui, un petit peu, parce que la France a vachement évolué aussi, quand même. On innove énormément dans nos fermes. Madame Leclerc reprend la main. Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'on me traite de 20 ans. Non, en France aussi, il faut mettre ce point-là en avant. On a des rendements, on a de l'innovation, des techniques qui ont permis d'améliorer ça dans les élevages comme dans les pratiques légumières. Aujourd'hui, c'est ancré dans les façons de faire. On est quand même... Il n'y a pas d'opposition, là, Madame Leclerc, je crois pas. Non, mais la technologie, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir de grosses fermes en France pour pouvoir en bénéficier, parce que ça s'est vulgarisé, et ça se vulgarisera encore plus. Donc, Monsieur de la Salle, droit de réponse quand même. Je vous suis complètement et je ne mettais pas du tout en cause l'agriculture française. Simplement, au contraire, c'est que dès qu'on parle d'agriculture dans les pays de l'Est et encore plus d'Ukraine, on a l'impression qu'on est sur l'agriculture des années 80, voire encore avant. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les agriculteurs ukrainiens, pour ceux, encore une fois, qui ont une taille critique, passent leur temps, ou passaient leur temps quand on avait des avions, dans les avions, ils partaient en Amérique du Sud, ils partaient aux États-Unis, ils partaient en Israël pour voir les élevages, voir ce qu'on devait faire et vers quoi ils devaient évoluer. Et ils évoluaient, ils étaient beaucoup plus rapides. Et ils sont beaucoup plus rapides que nous dans la prise de décision. Donc vraiment, on a des élevages hyper performants. Et je vous écoutais d'ailleurs sur l'élevage de porc que vous avez. In fine, je me faisais la réflexion, donc l'autonomie alimentaire, de faire du produit de qualité. L'éleveur de porc, alors la ferme qui produit du porc en Ukraine a exactement les mêmes critères. Elle veut une productivité et un résultat financier à la fin. Donc c'est un nombre de porcelets, pardon. Alors je ne suis pas un éleveur, un nombre de porcelets par truie. Eux, ils ne vont pas parler en nombre de truies, mais ils vont parler en porcelets ou en porcin ou en porc charcutier sorti in fine. Donc le plus gros fait quelques centaines de milliers de porcs par an, mais effectivement, il a été chercher son autonomie alimentaire, donc il a les terres qui lui permettent d'avoir toute son orge, tous les produits de base. Le premier producteur de volaille, qui lui va représenter 800 à 900 000 tonnes de viande de volaille par an. Il a aussi donc, le même schéma. Donc une bonne quinzaine de fermes. Alors une ferme de volaille chez lui, c'est une dizaine de bâtiments, de quelques 200 à 300 000 poulets chacun, répartis un petit peu partout en Ukraine, pour éviter des problèmes de grippe notamment. Les incubateurs sont toujours très loin, à des centaines de kilomètres des fermes elles-mêmes. Et il a 340 000 hectares, qui lui permet d'avoir donc toute son autonomie. Il a les silos, il a le stockage, il a les usines de fabrication d'aliments, etc., etc. Donc on est sur la même problématique, on a simplement quelques zéros, je dirais, en plus. Et des normes européennes en moins, et effectivement, et en France, comme sur les normes européennes, la France aime bien rajouter une petite norme pour être en avance, ça devient difficile effectivement de produire à des coûts modérés en France.
On prendra bien une petite norme pour le dessert. Donc, monsieur, oui, peut-être si on devait utiliser en une ou deux phrases, comparaison avec vos yeux, des modèles français et ukrainiens en termes d'agriculture, et aussi, alors vous l'avez évoqué dans les chiffres, mais peut-être l'état d'esprit qu'il y a derrière ça. Hein, la même chose pour M. Garnier pour terminer. Ouais. Allez, Florian, on a une formule relativement simple, je pense que Florian sera d'accord avec moi. En fait, être agriculteur en France, et même très souvent en Europe, c'est un style de vie. C'est-à-dire que, et madame le reprenait très bien d'ailleurs, vous voulez, avec votre époux, donc pouvoir tout maîtriser. C'est un style de vie et c'est tout à fait... Je vois mon frère qui a travaillé pendant 20 ans en Ukraine, qui est rentré en France justement parce qu'il cherchait ce style de vie qu'il n'avait pas sur les 15 000 hectares dont il s'occupait. Alors qu'en Ukraine, en fait, c'est un business. C'est un business qui doit être rentable. Et rentable en plus rapidement. Vous parliez de 15 ans, de 20 ans. Non, en Ukraine, on n'a pas cette pérennité devant nous. Donc les business plans étaient faits sur 5 ans. Et aujourd'hui, on le comprend bien avec une guerre qui n'était pas prévue. Je vous dis que les agriculteurs, mes clients qui sont dans le sud de l'Ukraine, vers Melitopol, vers Kherson, etc., ils ont investi pour certains il y a 2 ans. Ils sont très embêtés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, de toute façon, ils n'auraient pas attendu les 5 ans. Mais voilà, donc on est sur des cycles très courts et le financement doit être calé sur ces 5 ans. Bon, il y avait des raisons historiques à ça, hein, c'est que les baux, personne n'est propriétaire des terres, ou très peu. Donc les baux étaient faits sur des périodes relativement courtes. Je pense que tu pourras le dire aussi. Récemment, si vous arrivez à signer des baux, alors maintenant la loi prévoit c'est 7 ans minimum, mais il y a encore peu de temps, c'était 5 ans. Et personne ne signait au-delà de 5 ans, si ce n'est si vous aviez travaillé depuis très longtemps avec le propriétaire, il connaissait, il travaille lui aussi sur la ferme, dans ce cas-là il accordait des baux un petit peu plus longs. Et donc si vous avez un bail de 7 ans, aujourd'hui vous n'allez pas faire un financement sur 10 ans, ça ne marche pas. Voilà la politique, 2 styles de business. Donc un style de vie ou un choix de vie en France, et quoi un business de l'autre côté? Monsieur Garnier, ouais, peut-être pour compléter. Oui, exactement. Voilà, on n'a pas les dents longues, on n'est pas des financiers, on est des agriculteurs, mais le contexte fait que, voilà, moi, effectivement, quand je suis arrivé en 2009, on signait des baux pour de 3 à 5 ans. La loi était à 3 ans. L'État a quand même compris qu'effectivement, le niveau d'investissement pour des baux de 3 ans était quand même relativement faible, alors ils ont passé à 7 ans minimum. Aujourd'hui, on arrive à s'engager sur 10-15 ans. Mais 10-15 ans, comme je vous disais tout à l'heure, on ne monte pas un silo, on ne monte rien, on n'investit dans rien. Donc effectivement, maintenant, il y a une qualité de production en France qui est réprochable, mais qu'on le veuille ou non, le marché il est mondial. Pas parce que l'Ukraine existe, mais parce que la filière lait, la filière porc française est largement exportatrice, donc de toute façon, elle a le doigt dans l'engrenage. Maintenant, elle a le doigt dans un engrenage. Effectivement, vous êtes battu pour le Mercosur, etc. Mais c'est une hérésie. C'est une hérésie de mettre le modèle français en face de modèles sud-américains qui n'ont rien à voir. C'est pas les mêmes tailles de ferme. Moi, j'ai plein d'amis agriculteurs français qui rêveraient de s'agrandir, parce que vous avez votre modèle familial, et il y a plein de jeunes qui auraient envie de s'approcher peut-être de rentabilité plus haute ou d'associations. Il faut dire que quand même le modèle réglementaire européen et français est sacrément bridé. C'est un peu l'agriculture, c'est un peu le seul secteur économique français qui est des brides comme ça. Vous seriez dans le métal, dans la scierie, dans n'importe quoi, vous pourriez racheter votre voisin, vous pourriez vous agrandir. On reste paysan et on ne peut pas être entrepreneur finalement. On peut pas être chef d'entreprise. 99% des autres secteurs. Ça, c'est quand même aberrant. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour le débat, et je pense que c'est une belle conclusion. Il y avait une question, alors, il y avait une demoiselle, j'avais pris un engagement, je vais essayer de le tenir, c'est que vous posiez la première question. Oui. Alors, si quelqu'un... Excuse-moi Marc, je ne t'avais pas vu. Excuse-moi Marc. Et puis il y a un monsieur aussi. Allez, 3. Allez, on va essayer de prendre les 3, 4, on va essayer d'être... On va voir. Voilà. On va essayer de tenir. Bonjour à tous, du coup Solène Roignan, je suis étudiante à Uni-la-Salle. Du coup j'ai 2 questions, une pour Monsieur Pomard et une pour Madame Leclerc. Alors du coup la première c'était par rapport du coup à Monsieur Pomard. Est-ce que vous voyez un ralentissement de l'achat des produits locaux dû à l'inflation qu'on subit quand même?
parce que du coup, on nous parle beaucoup que du coup, la population a baissé son pouvoir d'achat. Du coup, est-ce qu'ils font moins de local? Alors, j'envisage, je ne sais pas. Ça me semble être trop frais pour qu'on puisse tirer des enseignements tout de suite. Il y a un petit bout de réponse, c'est que à l'échelle de mon entreprise, j'ai 26 salariés, j'ai regardé en début de semaine ou semaine dernière l'augmentation du SMIC depuis le 1er janvier. Et j'ai constaté qu'elle était, par rapport à la convention collective de grande district, 5,6%. À aujourd'hui, on a une inflation qui est donnée à date à 5%. Et j'entendais les fournitures scolaires sont en hausse de 4,5%, etc. Je suis un peu... Alors, l'inflation, la hausse des prix, les pâtes, les machins, les trucs, c'est une évidence. Enfin, on voit l'étiquette caisse, c'est absolument incontestable. Mais les salaires suivent, et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire, c'est que pour les gens qui ne sont pas salariés, voilà, est-ce que leurs revenus à eux aussi suivent? Voilà. Et d'où la question vers les matières premières agricoles et une loi Egalim 2 dont on a pu penser énormément de mal pendant un temps, en tout cas moi distributeur. Aujourd'hui, elle permet quand même de revenir en égo, alors dans un contexte super dur, mais elle permet quand même de revenir et de faire passer des hausses alors que théoriquement c'était interdit. On va essayer de prendre une question par personne pour répondre. Court. Oui, c'est bon, Madame Leclerc. Du coup, est-ce que vous avez changé votre type de vision par rapport du coup, aussi à l'inflation des engrais, des aliments en port? Est-ce que vous avez changé quelque chose, une plus grande autonomie ou autre chose? Par rapport aux engrais, voilà, moi je suis en circuit fermé sur l'exploitation, puisque j'ai le lisier. Donc mon effluent, je l'optimise. Je l'optimise pour mes céréales, les maïs. Donc voilà, non, pour l'instant, j'ai pas changé. Ce que je suis en train de regarder là, c'est l'énergie. Par contre, je suis pas encore bien calée à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'en port, on est depuis des décennies à calculer notre coût de production, notre coût de revient. Donc du coup, on était toujours en train de tirer au maximum. Donc on est déjà prêt à ça. Après la guerre en Ukraine, ça a accéléré certaines choses. On avait déjà une hausse des matières premières par rapport au climat, on va dire. Mais l'Ukraine a accéléré la chose et du coup, moi j'ai la chance sur l'exploitation. Enfin j'ai la chance. J'ai investi pour... voilà, je suis autonome à ce niveau-là. Bonjour à tous, je suis éleveur en Basse-Normandie, un koala, une espèce en voie de disparition. Ma question s'adresse à M. Garnier et à M. de la Salle. Comment ils arrivent à vivre avec l'épée de Damoclès du nucléaire civil et militaire, d'un point de vue humain, financier, comment ils arrivent à vivre? Merci. Très bien. Non, très bien, là, je vous rassure. Je doute. Alors, il y a le nucléaire civil, donc si vous pensez à la centrale de Zaporozhye, je doute très honnêtement que la Russie fasse quoi que ce soit, puisque si jamais les vents sont contraires, c'est soit elle couvre d'un nuage radioactif sa Crimée, alors elle aura couvert une partie de l'Ukraine aussi, mais la Crimée y passera, soit elle couvre la région de Belgorod, Vorogine, etc. Donc honnêtement, je pense que c'est un chantage, comme on a le chantage énergétique d'ailleurs en Europe. Et là, il faut que les politiques et que les Européens soient vraiment forts par rapport à ça, et c'est la Russie qui va céder. On commence à voir d'ailleurs quelques signes qui nous amènent à penser qu'elle pourrait céder rapidement. Donc voilà, on ne s'inquiète pas en fait de ce risque-là. Alors pour ma part, moi je vis en permanence en Ukraine, on a plus l'épée de Damoclès du missile qui de temps en temps atterrit, on ne sait pas très bien où, et très souvent sur des infrastructures civiles, à 95%. Donc ne croyez pas la propagande russe, et je l'entends vraiment en France, que les Russes ne tirent que sur des objectifs militaires, oui, à 5%. Voilà. Une dernière question. Rapidement, bonjour, Christian Pelletier, Bergerie nationale de Rambouillet. On forme les enseignants sur toute la France de lycée agricole. Moi j'ai une double question, c'est qu'est-ce que cette crise vous apprend sur vos métiers de demain? Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes filles, jeunes hommes,
qui sont en formation dans les lycées agricoles aujourd'hui au regard de ça? La question étant pour. Alors, allez, une réponse. Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'on a besoin des agriculteurs et que l'agriculture est un beau métier et il a encore un bel avenir devant lui. Faire mieux avec moins, voilà, et quand même la rémunération. Enfin, il faut qu'on soit rémunéré de notre travail, voilà, tout simplement. Monsieur Garnier. Les gens sont très intelligents. Enlever les brides. C'est pas les technocrates de Paris ou de Bruxelles qui doivent fixer les limites de la taille d'une exploitation. Les gens ont des neurones, tout le monde est hyperactif. Enfin, si j'avais les finances, demain je ferais 200 000 hectares. Enfin, je veux dire, on est nos limites. Et en France aussi. Pourquoi fixer les tailles minimum et maximum? Merci. Le distributeur que je suis a envie de vous dire, l'ennemi n'est pas dedans. Je reprends la phrase de mon collègue Super U de Landudec, Germain Ledréau. Je l'ai entendu dire ça il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notre présence, nous tous ici, en est un exemple, je pense, très fort. L'ennemi n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut une agriculture française, il nous faut une agriculture bretonne. Et elle existe, et elle est de qualité. Il nous faut des outils agroalimentaires. Et Dieu sait si en Bretagne et ailleurs en France, il y en a. Et il nous faut accessoirement des gens pour les vendre après. Dernière question. Oui, bonjour, Marc Langéven. Donc je suis un producteur de légumes, je suis donc le président d'une coopérative en légumes et horticoles et je suis président également d'une association d'organisation de producteurs. D'où ma question, j'ai deux questions, si vous permettez. J'ai juste une à M. Pomar. C'est juste, vous avez évoqué tout à l'heure l'évolution et le développement du local. Et je voudrais avoir un peu votre avis par rapport aux marques. Ces marques qui sont instaurées depuis quelques années et qui apportent certaines garanties et sécurité, autant en termes, je vais dire, de volume, de certification et autres. Voilà, donc ça c'est la première question. Je profite tout de suite de la deuxième question. Dans les différents propos qu'ont tenus M. Delassalle et M. Garnier, il n'a pas été évoqué de structuration d'agricole, de la coopération, d'organisation de producteurs. Et donc je voulais savoir si c'est quelque chose qui est renié, qui n'existe pas, qui est peut-être réfléchi, et peut-être un avis de M. Mollac sur, à la fin, justement, quelle est la vision politique sur les organisations. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Alors, votre question, c'est sur les fruits et légumes? Oui, alors, sur les fruits et légumes, on se rend compte que, je pense, le client a besoin de points de repère. Salvéole, Prince de Bretagne, voilà, sont des points de repère sur des marchés fruits et légumes où en fait on achète un produit nu qui est donc compliqué à marketer. Je parlais plutôt des rayons sur lesquels on a des points de repère avec des marques. Voilà, petite personnage, je préfère de loin vendre du Brescola que du Coca-Cola et tout le monde sait pourquoi quand je dis ça, même si je vends plus de Coca que de Brescola. En revanche, sur un rayon fruits et légumes, d'où ça vient, il y a une part de dire, bon, c'est écrit France sur la cagette, donc on peut espérer que ce qui est dans la cagette est français, mais c'est plus compliqué à marketer. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, l'idée, structuration, finalement, est-ce qu'il y a des projets de structuration coopérative? Alors, le modèle français a voulu s'exporter en Ukraine. Il y a quelques coopératives qui sont venues en Ukraine, qui ont voulu un petit peu fédérer tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même on a une intégration très verticale parce qu'on ne peut pas compter sur les autres. Dans un pays qui est géopolitiquement, qui est économiquement très très instable, parce qu'on a une dévaluation. Moi je suis arrivé en 2009, la grivna valait 10, aujourd'hui elle vaut quasiment 40. Donc en fait il n'y a pas de stabilité, et qui aurait envie de compter sur les autres dans un climat comme ça? Donc chacun le fait chez soi. Sans compter qu'il y a un petit peu de corruption en Ukraine, donc confier son argent à quelqu'un d'autre, c'est avoir une grande confiance. Moi je ne connais pas de modèle comme ça, il y en a peut-être quelques-uns qui se sont montés, mais en tout cas on passe par les privés, il y a des très gros organismes stockeurs. Maintenant pour la distribution de cultures particulières, horticoles ou légumières, etc., j'en ai pas connaissance. Non, alors effectivement, si on parle des légumes notamment,
Je vais prendre l'exemple de la carotte. L'Ukraine doit être le deuxième ou troisième producteur européen de carottes. Et ce sont essentiellement des producteurs autonomes. C'est-à-dire que chez un de mes clients vers Tcherkassy, ça doit être 3000 hectares de carottes. Donc il a tout l'équipement nécessaire qui lui permettrait, parce que je ne connais pas la taille des coopératives locales, mais 3000 hectares de carottes en Bretagne, ça fait quelques producteurs. Sur la tomate, par exemple aussi, tomate de champ, là on a le premier producteur européen, peut-être mondial d'ailleurs, je ne sais pas, il a 6000 hectares de tomates. Donc il n'a pas besoin, à cette taille-là, d'avoir des collègues pour copartager les coûts. C'est ça l'objectif de la coopérative. Et aussi ensuite pour aller... Alors ça c'est le schéma qui est en train de se développer justement. Ces gens ayant investi dans des structures, pour leurs propres besoins, essaient de la rentabiliser encore plus. Et donc vont aider quelques petits à se développer. Et ça c'est un schéma qui vraiment va se développer. Et parallèlement, les coopératives, alors il y a aussi un aspect, en une minute, un aspect historique qui fait que les gens ne veulent pas vraiment l'avoir. La coopérative, la coopération, c'est les sauf-causes. C'est ce qu'on avait jusqu'en 91. Et donc on n'en garde pas un très bon souvenir. Mais ça revient petit à petit. Les plus jeunes qui n'ont pas du tout connu ces périodes-là sont de plus en plus ouverts. Et cette population se développe, un agriculteur qui a une centaine, qui a 200 hectares, alors, je vous le disais, ils ont beaucoup de mal financièrement, ils n'ont pas les financements, les banques ne suivent pas. Et c'est en se regroupant qu'ils vont pouvoir obtenir des financements. Donc ça, les banques françaises, notamment le Crédit Agricole, aident quelques petits groupes, notamment dans l'ouest ukrainien, quelques petits groupes à se fédérer. Et donc à terme, ce sera des coopératives. Alors, on demandait les organismes. C'est primordial. Et on voit, par l'exemple qui a été donné là, quand on parlait des petits agriculteurs en 1000 hectares, je pensais en moi-même, ils n'ont qu'à faire une COP. Je pense au CUMA, je pense à pas mal de choses. Notre force, c'est bien cette force collective-là. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, les ADMR, les AMA, tout ça, ça a été créé sur le modèle de l'ESS, quelque part, l'économie sociale et solidaire, en Bretagne, et ça s'est même exporté ailleurs. Et ça, c'est la force du collectif. Et on est en plein dedans. Et plus, vous parliez des OP, par exemple, moins il y a d'OP, mieux c'est. Quand il y a 17 OP, par exemple, pour Lactalis, s'il n'y en avait qu'une, à mon avis, ce serait plus simple. Donc oui, l'organisation, c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait notre plus-value en Bretagne globalement, dans le reste de la France aussi, mais je pense que les Bretons sont particulièrement forts là-dessus. Vous avez tous défendu haut et fort les couleurs de la Bretagne, on peut vous en remercier, on peut les applaudir, on vous remercie à vous tous. Merci beaucoup.